Bonjour Salomé, bonjour Nisrine. Je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Facebook. Alors la première chose à préciser déjà, c'est que la chasse aux tornades, c'est pas tout à fait mon travail. En fait, mon vrai travail, c'est d'être réalisateur, c'est de faire des films. Je fais surtout des documentaires depuis quelques années, mais avant je faisais des vidéos sur un peu plein de sujets différents. Et puis ça m'arrive de continuer à faire des sujets très variés, même si ces derniers temps, c'est vrai que j'ai pas mal travaillé sur les tornades. Mais les tornades, à la base, c'est une passion pour moi. C'est vraiment un hobby que j'ai développé depuis ma jeunesse, depuis que je suis gamin et depuis que je trouvais ça super beau. Je trouvais les orages vraiment très beaux. Je trouvais les tornades impressionnantes quand je voyais des documentaires à la télé. Et donc, c'est depuis que je suis gamin que je me suis dit que j'allais faire ça quand je serais plus grand. Alors, à l'époque, je pensais peut-être que ça pouvait être un métier, mais je me suis rendu compte plus tard que c'est un petit peu compliqué d'en faire un métier, à part à la rigueur aux États-Unis. Alors, comme je le disais à la question précédente, moi, je me considère pas vraiment comme un chasseur de tornades professionnel, même si ça occupe une grande partie de mon temps et même si j'ai fait des documentaires et des livres et que maintenant c'est une petite source de revenus pour moi. Pour moi, le vrai métier de chasseur de tornades, c'est les Américains qui le font, c'est les scientifiques qui sont là-bas. Et là-bas, pour eux, c'est vraiment une grosse responsabilité parce que, évidemment, les tornades font beaucoup de dégâts chaque année aux États-Unis et font malheureusement des victimes aussi. Et donc, pour moi, le vrai métier de chasseur de tornades, c'est ça, c'est ces scientifiques qui partent sur le terrain avec des outils, avec des camions radars, avec des ambitions de récolter des données hyper importantes qui vont étudier après et qui vont permettre de mieux comprendre un phénomène qu'on a encore du mal à saisir entièrement. Et voilà, et ce métier-là, il est vraiment hyper important aux États-Unis et il fait avancer la recherche chaque année et il peut aider les Américains à mieux se protéger des tornades. Donc pour moi, c'est vraiment ça, principalement le métier de chasseur de tornades. Alors que nous, finalement, on fait ça quand même principalement pour le plaisir d'observer ces phénomènes et puis de les prendre en photo, de les filmer. Et puis notre volonté, c'est de transmettre ce plaisir en montrant nos images aux gens, que ce soit à travers simplement des photos sur Internet ou les documentaires qu'on a pu faire sur YouTube et pour la télé. Donc nous, on est plus dans une optique de divertissement, c'est vraiment ça qui nous intéresse dans la chasse, même si on aime bien aussi on est très intéressé par le côté science et comprendre le phénomène, mais disons que c'est pas vraiment notre rôle final. Nous, notre rôle, c'est vraiment de divertir les gens via nos images. Alors, face à une tornade, il y a beaucoup d'émotions. À chaque fois, c'est un moment vraiment très rare. C'est un moment qu'on a attendu pendant des dizaines d'heures, des centaines d'heures. Parfois pendant toute l'année, quand c'est la première de la saison, qu'on vient de débarquer aux États-Unis après un hiver en France bien triste. Et donc c'est un moment on sait qu'il va durer très peu de temps à chaque fois, donc on doit en profiter au maximum. Du coup, c'est un moment vraiment très fort et en même temps où il faut réussir à garder son sang-froid parce on a envie de faire des belles images et qu'on sait que il faut pas se rater quoi. Donc il y a de la pression, il y a de l'excitation, il y a de l'admiration, il y a pas mal de choses différentes. Il y a un peu d'adrénaline aussi, surtout quand on est dans des situations un peu inconfortables, un peu dangereuses, avec de la pluie, avec pas mal de débris à surveiller ou des choses comme ça. Enfin, chaque situation est différente, mais voilà, dans tous les cas, c'est tout un condensé d'émotions qu'il faut réussir à gérer à l'instant T et c'est pas forcément toujours facile. Ça, je dirais que c'est sans doute la première tornade que j'ai pu voir aux États-Unis lors de mon premier voyage. Elle m'a vraiment marqué parce que en plus elle était très très belle. On était parfaitement placé en haut d'une colline. On avait un point de vue magnifique dans l'Oklahoma et il y a cette tornade qui est descendue sous la base d'une immense supercellule. Donc ce nuage orageux magnifique. Et en plus on avait le soleil couchant derrière, donc il y avait des couleurs vraiment superbes. Une ambiance sonore aussi très sympa avec plein de coups de tonnerre fracassants. Enfin, vraiment tout le pack complet des choses que j'étais venu chercher aux États-Unis. Et c'était la première fois que je voyais enfin ça après l'avoir vu dans plein de vidéos des collègues américains ou dans des documentaires. Et du coup, je pense que c'est quand même vraiment l'un de mes souvenirs les plus forts.
Mais après, de toute façon, chaque tornade reste vraiment gravée, hein, parce elles restent rares et elles restent à chaque fois aussi magnifiques à observer. Donc chaque tornade, c'est forcément un souvenir super fort. J'avoue que j'ai pas tenu un compte précis de mes tornades, mais je crois que je suis à peu près à une trentaine. Euh, alors, est-ce qu'il y en a des connus? Oui, il y en a des connus. Il y en a qui ont fait même l'actualité jusqu'en France, surtout en 2013, où on a assisté à la tornade de Moore, donc qui avait fait des gros dégâts sur cette petite ville de la banlieue d'Oklahoma City. Et donc, il y avait eu malheureusement des victimes sous cette tornade. C'était une tornade de F5, donc le maximum sur l'échelle qui classe la puissance des tornades. Et, euh, et 10 jours après cette tornade-là, on a observé la tornade qui reste pour l'instant la plus large jamais observée dans l'histoire, avec un diamètre de 4,3 km. Et ça, c'est vraiment exceptionnel pour une tornade, et c'est forcément un événement qui reste historique, qui est analysé depuis par les scientifiques sous tous les angles. Et malheureusement, c'est une journée où nous avons perdu des collègues chasseurs qui se sont fait emporter par cette tornade. C'est la première fois qu'on a comme ça des scientifiques, des spécialistes qui se sont fait piéger. Et donc c'est une journée qui a vraiment marqué toute la communauté, en plus de cet aspect vraiment incroyable de la tornade en elle-même. Donc voilà, ça c'était l'une des plus connues, on va dire. Et après, quelques autres. Il y a eu quelques autres journées qui restent un peu dans les mémoires de tous les chasseurs parce que c'était des événements assez exceptionnels. Mais ça reste disons que c'est des événements marquants pour les passionnés, mais qui, s'ils n'occasionnent pas de dégâts, ne font pas parler dans les médias. À la rigueur, c'est ce qu'on préfère, hein, c'est les tornades qui ont lieu en terrain vierge et qui ne font pas de dégâts et qui pour autant présentent des caractéristiques sympas ou qui durent très longtemps ou des choses comme ça. Et ça, on a eu la chance d'en observer pas mal aussi, donc c'était vraiment bien. Alors oui, j'ai même plusieurs partenaires. Généralement, on part à trois ou quatre amis. Bon, il se trouve que pour l'instant, c'était à peu près les mêmes à chaque fois, mais ça pourrait changer à l'avenir selon nos disponibilités. Et puis, c'est sympa aussi de partir avec des gens un petit peu différents, de changer de temps en temps. Mais en tout cas, c'est important d'être à plusieurs parce que c'est une activité quand même très fatigante. On passe toute la journée dans la voiture, on fait en moyenne 800 km par jour. Donc si on était tout seul au volant, ce serait vite un petit peu délicat à gérer au niveau de la fatigue. Et puis bah, il faut se répartir les rôles, c'est-à-dire qu'il y en a un qui doit surveiller l'écran de l'ordinateur pour observer les données météo en direct et les prévisions aussi pour les heures qui viennent. Et puis bah, il y a celui qui conduit, qui doit vraiment garder un œil sur la route en permanence pour s'assurer que toute l'équipe est en sécurité. Donc c'est plein de petites choses qui font que on est obligé d'être en équipe. Bon, même s'il y en a quelques-uns qui le font tout seul, mais c'est vraiment très compliqué de chasser tout seul. Il faut mieux avoir des partenaires en qui on a confiance, avec qui on s'entend bien, parce qu'on passe toute la journée ensemble dans une voiture. Et puis bah, c'est aussi l'occasion de partager des moments très sympas avec des potes. C'est quand même pour ça qu'on le fait aussi à la base, hein. C'est pour le plaisir d'être entre amis et de voir des événements vraiment cool. Bien sûr que nous avons des problèmes à quasiment toutes les chasses. Bon, c'est pas toujours des problèmes dramatiques, hein, mais c'est un vrai défi à chaque fois, c'est une vraie aventure, chaque chasse. Et forcément, il y a toujours des choses qui peuvent se passer un petit peu mal. Ça peut aller d'une difficulté à choisir la zone de chasse pour la journée en fonction des prévisions, jusqu'à certaines tensions dans l'équipe si justement on n'est pas d'accord sur l'endroit à viser. Donc au bout d'un moment il faut faire des concessions, réussir à se mettre d'accord, c'est pas toujours facile. Après sur un point de vue plus technique, ça nous est déjà arrivé de crever aussi, d'avoir un pneu crevé sur la voiture. Heureusement, ça nous est jamais arrivé dans des moments cruciaux. C'était à chaque fois vraiment en début de journée, et on a toujours réussi à bien s'en sortir par rapport à ça. Par contre, c'est vrai que ça nous est arrivé d'abîmer la voiture à deux trois reprises à cause des grêlons, hein, la grêle qui est très souvent présente sous les orages. Et quand on a des grêlons de 7, 8, 9 cm, forcément ça fait des dégâts sur la voiture.
Et donc là, le problème, c'est que enfin, si on perd le pare-brise, la chasse s'arrête ici, donc c'est un peu embêtant. Donc ça, c'est quelque chose à laquelle on essaye de faire attention, mais dans certains cas, on peut se faire piéger. Et on se fait piéger aussi par d'autres choses, c'est-à-dire aussi par les inondations. Les routes peuvent être coupées rapidement par ces crues éclairs, comme ils appellent ça aux États-Unis. Et dans ce cas-là, bah, ça peut être assez problématique si on est sur la trajectoire d'un autre orage ou voire même d'une tornade. Alors ça nous est jamais vraiment arrivé, mais parfois c'est pas passé très loin. Donc voilà, ça nous arrive de faire des erreurs et d'avoir des problèmes comme ça. Tant que ça se finit bien, c'est bien. Mais c'est clair qu'il faut, avec l'expérience, il faut vraiment garder en tête toutes ces mésaventures pour essayer qu'elles ne se reproduisent pas et que les conséquences ne soient pas un peu plus problématiques justement les fois d'après. Alors là, ça va rejoindre un peu ce que je disais sur les deux premières questions, à savoir qu'il y a deux types de chasseurs de tornades. Il y a d'un côté les Américains scientifiques, dont le rôle est d'étudier en détail, oui, les caractéristiques des tornades en allant déposer des sondes sur le terrain. Donc ils ont des véhicules scientifiques très bien équipés. Ils ont parfois ce qu'on appelle des camions radars, donc avec un radar qui scanne les orages et les tornades en continu. Et donc eux, pendant les 2-3 mois de la saison vraiment active des tornades, ils vont être sur le terrain, ils vont faire des milliers de kilomètres et ils vont essayer de s'approcher au maximum des tornades qu'ils pourront rencontrer. Et ensuite, une fois qu'ils auront fait cette campagne sur 2-3 mois, bah, ils reviennent dans leur laboratoire et là ils doivent étudier des centaines, des milliers de données qu'ils ont amassées. Finalement, c'est ça le plus gros de leur travail, c'est vraiment d'arriver à faire quelque chose de toutes les données qu'ils ont relevées sur le terrain. Alors c'est des données de vent, de pression atmosphérique, de température, plein de choses comme ça. Et qu'ils essayent de recouper les unes avec les autres pour comprendre un petit peu mieux comment se comportent ces tornades et puis surtout de quels ingrédients elles ont besoin pour se développer ou pour durer plus ou moins longtemps. Donc ça c'est le rôle des scientifiques. Après nous c'est un peu différent évidemment. Bon alors par exemple en 2015 on était là-bas pour tourner un documentaire. Donc ça veut dire qu'on avait comme impératif de ramener vraiment des bonnes images et de ramener du contenu pour avoir quelque chose à raconter dans un documentaire de 80 minutes. Donc ça veut dire que même si on n'était pas sûr à 100% de voir des tornades, il fallait qu'on trouve un moyen de raconter des choses sur la tornade de Halley. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a justement calé plein d'interviews avec des scientifiques américains qui eux pouvaient nous expliquer leur travail sur le terrain. Donc nous, il fallait qu'on se cale sur leur planning, il fallait qu'on arrive à les rencontrer aussi sur le terrain, parce que forcément on était tous dispatchés dans différents états américains à plusieurs milliers de kilomètres, donc c'était pas forcément facile. Et puis bah, au quotidien, il fallait qu'on filme en permanence ce qu'on faisait et qu'on s'interviewe nous-mêmes pour raconter ce qu'on voyait, ce qu'on vivait. Donc c'était quand même pas mal de contraintes, même si on fait ça avant tout pour le plaisir. Bah, dès qu'on a un tournage à faire, il faut qu'on le fasse plus sérieusement et il faut qu'on pense à plein de choses. Donc c'est pas forcément facile non plus, mais après en général on a un grand plaisir à voir qu'on a ramené de très belles images et qu'on s'est bien appliqué à construire une histoire sympa ensuite à raconter aux gens. J'imagine qu'on parle des tornades toujours. Alors les détecter, c'est pas vraiment les détecter, disons qu'on doit d'abord prévoir là où le potentiel est le plus important. Donc la prévision des tornades est encore très compliquée, on arrive juste à savoir que dans une certaine zone, il y a un potentiel pour des orages très violents. Et que ces orages pourraient éventuellement rentrer en rotation et que cette rotation pourrait mener à une tornade. Donc ce qui se passe, c'est qu'en observant plein de données météo sur Internet en début de journée, et tout au long de la journée d'ailleurs, on arrive à déterminer des zones plus ou moins propices. Donc c'est des zones assez larges en général. Hein. Au mieux, on arrive à réduire ça à un carré de 100 km sur 100 km. Et une fois qu'on se dit que ça risque de se passer dans cette zone-là, bah, on s'y dirige et puis ensuite ça tout se fait par l'observation du ciel hein, en temps réel. Donc on voit un petit peu comment se développent les événements dans l'atmosphère, comment les nuages se développent.
On observe les orages changer de forme et changer de caractéristiques visuelles. Et à force d'expérience, on sait lire ce qui se passe un petit peu dans le ciel avec tout ça, et on sait un peu anticiper la façon dont ça pourrait se développer. Et à partir de là, on quitte plus la base du nuage, hein. Dans l'idéal, il faut vraiment être au plus proche de l'endroit où on sait que ça peut se poser. Et ensuite, le meilleur moyen de savoir qu'il y a une tornade, c'est vraiment d'observer et d'être prêt à dégainer l'appareil photo quand elle va se former. Parce que les données informatiques qu'on a, les données radar, elles ne permettent pas encore de détecter vraiment les tornades. C'est-à-dire que même les organismes américains euh, qui communiquent auprès du grand public les dangers de tornades en temps réel, ils le font souvent grâce aux témoignages que leur amènent les chasseurs de tornades en direct depuis le terrain. Et donc c'est vraiment important qu'il y ait des chasseurs pour donner cette alerte. Parce que, ouais, encore une fois, les données radar sont pas assez précises pour détecter avec certitude une tornade en cours. Donc ça, j'en ai parlé un petit peu dans les questions précédentes. Finalement, c'est un matériel relativement simple, c'est-à-dire qu'il suffit d'avoir surtout un ordinateur avec une connexion Internet. Et à partir de là, on a accès à une quantité astronomique de données météo. Donc ce sont des cartes principalement, ce qu'on appelle des modèles numériques de prévision. Donc c'est des cartes qui présentent plein de données à toutes les couches de l'atmosphère, tous les étages de l'atmosphère. Donc c'est des données comme des directions de vent, des forces de vent, des taux d'humidité de l'air, des choses comme ça et qui sont prévues au fil des heures, dans les heures qui viennent. Et avec toutes ces données-là, ça nous permet de décider après de notre zone de chasse, du meilleur potentiel. Et ensuite, il suffit d'avoir un appareil photo, une caméra. On n'a pas besoin forcément d'avoir quelque chose de très sophistiqué. Après, ça dépend ce qu'on veut faire des images. Mais le but étant simplement de capturer cet événement très, très rare et très furtif qu'est la tornade. À partir du moment où on a un petit appareil photo, ça suffit. Ensuite, le GPS est assez pratique, voire c'est vrai assez indispensable pour s'orienter, surtout pendant la chasse, pour trouver les routes qui permettent de s'approcher au mieux de l'orage en question ou de la tornade si elle est déjà formée. Voilà, c'est les trois outils principaux. Et à part ça, bien sûr, il y a besoin d'une voiture suffisamment solide et fiable et agile pour faire 800 km par jour et parfois sur des routes en mauvais état, parfois sur des routes en terre. Donc c'est mieux d'avoir un petit 4x4 comme on essaye de louer à chaque fois. Et voilà, à partir de là, on peut partir chasser sans trop de soucis. Alors oui, absolument, il faut se déplacer pour voir des tornades parce que en France, il y en a, hein, il y en a quand même une cinquantaine par an en moyenne. Mais 50, c'est rien à l'échelle du territoire. Ça reste extrêmement rare et très très difficile à voir. Et en plus, la chasse en France est beaucoup plus délicate parce que on a des petites routes sinueuses, on a beaucoup de villes un peu partout. C'est pas les conditions idéales pour suivre un orage pendant très longtemps. Et puis, on n'a quand même pas des situations météo qui mènent aussi facilement aux tornades qu'aux États-Unis. Et en effet, c'est aux États-Unis que tout se passe. Là-bas, il y a vraiment beaucoup plus de tornades au kilomètre carré que par chez nous et beaucoup plus qu'ailleurs dans le monde. Parce que c'est une zone qui a une climatologie assez particulière. C'est une rencontre de masses d'air très, très contrastées. Donc il y a des vents chauds et humides qui remontent du golfe du Mexique. Il y a des masses d'air plus froides qui descendent du Canada. Et tout ça, quand ça se rencontre au centre des États-Unis, ça donne ces orages très violents qu'on appelle des supercellules et qui sont les orages qui vont engendrer des tornades. Et ça, pour le coup, c'est vraiment les États-Unis, c'est là-bas que ça se passe. Et en plus, c'est un territoire qui est très adapté à la chasse parce qu'on a des grandes plaines, des étendues vierges à perte de vue, sans obstacle pour observer tout ce qui se passe. Et puis avec un réseau routier qui est très dense, qui est très, très praticable et qui permet de se rendre facilement d'un endroit à un autre. Donc voilà, les États-Unis, c'est the place to be pour les tornades. Il y a pas d'équivalent dans le monde, même s'il y a
pas mal d'autres endroits où il y a des tornades, mais à chaque fois c'est beaucoup moins facile pour la chasse, comme par exemple en Argentine, un petit peu au Japon aussi, en Europe, en Afrique du Sud ou au Bangladesh. Mais au Bangladesh, il y en a pas mal aussi des tornades, mais là pour le coup c'est vraiment très très difficile de se déplacer et il y a très peu de données météo. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est les États-Unis chaque année au printemps où tout le monde se rend. Je voyage surtout aux États-Unis, mais j'aimerais bien tenter d'autres endroits dans le monde un peu plus tard, mais comme je disais, bah, c'est vraiment beaucoup moins facile qu'en Amérique, donc on verra. Donc les tornades aux États-Unis, en tout cas, c'est au printemps, donc c'est entre le mois d'avril et le mois de juin. Nous, en général, on y va avec les amis pour une période de 3 à 4 semaines, parce que bah, au-delà, ça commence à revenir cher hein, aussi. C'est un petit investissement, ce voyage à chaque fois. Et puis, il faut que chacun arrive à avoir des disponibilités au niveau de son travail pour débloquer une telle période. Et ensuite, quand on rentre en France, heureusement, il y a la saison estivale en France qui nous réserve pas mal d'orages. Donc ça, c'est quelque chose qu'on chasse aussi, même si on s'attend pas forcément à observer une tornade. Mais ça fait partie de notre passion aussi, hein, l'orage, la foudre, ce genre de choses. Donc on a de quoi s'occuper généralement jusqu'au mois de septembre, voire octobre. Et ensuite vient la période calme de l'hiver, où il peut y avoir des orages, mais où c'est quand même beaucoup plus rare et généralement moins esthétique et moins intéressant. Donc c'est la période dont on profite pour traiter un peu toutes les photos et vidéos, les centaines, les milliers de photos qu'on a fait pendant la saison de chasse. Heureusement qu'on a cette petite période de creux, parce que sinon on ferait juste qu'accumuler des photos et puis on n'aurait pas le temps d'en faire quoi que ce soit. Donc moi c'est souvent la période aussi où je fais des montages vidéo, où j'ai pu donc monter les documentaires. Donc voilà, c'est comme ça qu'on rentabilise un peu les périodes un peu plus creuses et qu'on prend du plaisir après à retourner sur le terrain dès que le printemps revient. Oui, ça nous est déjà arrivé de croiser des gens qui nous disaient avoir vécu une tornade. Souvent, quand on va manger dans des restaurants aux États-Unis ou quand on arrive dans des hôtels, les gens sont assez étonnés de voir des Français dans ces régions pas très touristiques hein, du centre des États-Unis. Donc, c'est vrai qu'ils nous demandent rapidement qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est là. Et quand on leur dit qu'on est chasseurs de tornades, on a souvent des anecdotes de leur part sur ce qu'ils ont vécu ou sur ce que leur famille a vécu. Et donc ça nous est arrivé 2 ou 3 fois d'avoir des témoignages de gens qui avaient vécu une tornade de très près, dont une femme qui avait survécu alors que la tornade était passée quasiment sur sa maison. Bon, la chance qu'ils ont, si je puis dire, c'est que là-bas ils sont quasiment tous équipés d'abris anti-tornade, donc c'est simplement des caves ou des abris souterrains dans lesquels ils peuvent se réfugier dès qu'ils entendent la sirène d'alerte. Et les Américains sont très bien préparés à ce genre de phénomène. Ils savent tout à fait ce qu'ils doivent faire dans ce genre de situation. Et donc du coup, on en a beaucoup qui le prennent avec philosophie et qui trouvent ça fascinant, ce que nous on fait. Ils nous trouvent souvent un peu fous, mais de leur côté, ouais, ils vivent très bien avec. Bon, il y en a certains qui sont un peu plus traumatisés. Mais finalement, même aux États-Unis, même là où il y en a beaucoup, la chance que ça touche sa propre maison reste très faible, hein, parce que c'est un phénomène qui, en moyenne, fait 100 mètres de large, même si ça peut aller dans certains cas extrêmes, comme je disais tout à l'heure, jusqu'à 2-3 km. Ça reste tout petit et très éphémère, et donc il y a beaucoup d'Américains qui n'ont jamais vu de tornade de leurs propres yeux. Ils les voient à la télé, ils les voient sur les vidéos des chasseurs de tornades, mais ils n'en ont pas vu de leurs propres yeux. Donc voilà, il y a un peu de comportement, on va dire. Il y a ceux qui prennent ça avec philosophie et qui attendent le jour où ça va leur tomber dessus. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus traumatisés par ce qu'ils ont pu vivre, mais qui heureusement ont survécu grâce comment dire, aux infrastructures américaines et au fait que là-bas il y ait des abris heureusement à peu près partout. Là, ça revient à la tornade dont je parlais tout à l'heure, donc qui était la tornade de Moore, qui a eu lieu le 20 mai 2013.
donc qui était une tornade classée EF5, donc sur une échelle qui va de 0 à 5. Donc ça veut dire des vents supérieurs à 320 km/h. Et en l'occurrence, on est à peu près sûr que sur cette tornade, il y a eu des rafales à plus de 400 voire 500 km/h. On ne peut pas mesurer précisément ces rafales parce qu'il n'y a aucun instrument qui y résisterait. Mais en analysant des données numériques, des données radar, on arrive à peu près à estimer ça à de telles valeurs. Et donc forcément, bah, en passant sur la petite ville de Mours, ça a fait énormément de dégâts. Et comme nous, on était présents, bah, c'est vrai qu'on a voulu aller porter assistance dès que la tornade est passée, aller voir si on pouvait aider les gens, faire quelque chose. Donc heureusement, enfin heureusement entre guillemets, mais ça s'est passé donc, dans une grande ville, donc les secours étaient très rapidement sur place. Et du coup, nous, on n'a pas eu forcément à intervenir directement auprès des gens qui étaient blessés ou quoi, mais forcément, on s'est retrouvé dans le sillage des dégâts. Et là, bah, même si c'était des maisons en briques assez solides à cet endroit-là, ce qui n'est pas toujours le cas aux États-Unis, il y a beaucoup de constructions en bois. Mais là, même si c'était des maisons en dur, ben, tout était rasé, quoi. Il y avait vraiment plus que les fondations, et puis au-dessus, il y avait un tas de débris, de voitures retournées, de choses complètement broyées qu'on ne pouvait même plus reconnaître. Donc c'était vraiment un paysage de désolation complète. Et c'était un petit peu dur à vivre hein, en tant que chasseur, c'est pas ce qu'on aime voir. Et voilà, et en même temps, bah, c'est important de le voir aussi quand on est là-bas parce que ça nous rappelle ce avec quoi on joue et ça nous rappelle que c'est dangereux et qu'il faut vraiment pas faire n'importe quoi. Et voilà, ça c'était le souvenir le plus dur à vivre pour nous en tant que tracker, mais heureusement c'est qu'une infime part des tornades qui finit par faire ce genre de dégâts. Donc nous, on essaye d'apprécier les autres, celles qui sont au milieu des champs et qui font de mal à personne.